Je vous souhaite à tous et toutes une nouvelle fois la bienvenue pour cette table ronde dédiée aux enjeux de l'inclusion, l'école aux défis de l'inclusion. J'ai vu que c'était écrit dans le nuage de mots, je peux commencer par là. Cette question de l'égalité des chances, c'est une question qui est au fondement de l'école républicaine. Elle postule en fait que chaque élève, il doit avoir les mêmes chances de réussir dans son parcours scolaire dans un premier temps, dans son parcours professionnel ensuite. Elle somme donc l'école, mais aussi l'ensemble des acteurs éducatifs, à prendre en compte ces facteurs qui rendent cette égalité trop souvent factice. Et il y a beaucoup de défis. Premier niveau de défi qui nous intéresse dans cette table ronde, enquête PISA après enquête PISA, les études, elles s'accordent sur le fait que l'école française, c'est une des plus inégalitaires de l'OCDE. Elle est forte quand il s'agit de faire réussir les élèves déjà favorisés. Elle est faible quand il s'agit d'aider celles et ceux qui sont les plus fragiles, pour plein de raisons, à réussir. Pour prendre qu'un exemple, les enfants dont les parents sont diplômés de l'enseignement supérieur ont 14 fois plus de chances d'être également diplômés de l'enseignement supérieur que ceux dont les parents ont un niveau d'éducation moins élevé. Deuxième exemple, l'accueil et l'intégration des élèves en situation de handicap, ça reste un défi entier pour l'école. Des difficultés pour reconnaître le handicap des élèves, des difficultés pour les élèves reconnus handicapés à bénéficier de l'accompagnement humain auquel ils ont droit, en passant par les difficultés liées à l'accessibilité des établissements scolaires et des outils pédagogiques qui sont présents dans les salles de classe. Les défis restent encore importants malgré l'engagement de beaucoup d'acteurs. On vous propose donc, lors de cette table ronde, d'organiser notre réflexion autour des enjeux du numérique pour l'éducation inclusive, dans le contexte qu'on connaît, qui est celui globalement de la dématérialisation. En constatant qu'il y a d'importantes inégalités dans l'accès au savoir, aux études supérieures, je le disais, à l'emploi, à la citoyenneté, on convoquera ensemble méthodes, outils, pratiques éducatives, enjeux législatifs qui permettent de s'engager concrètement pour l'éducation inclusive. Pour en parler, j'ai avec moi 4 intervenants et intervenantes de qualité. Isabelle Sora, bonjour. Isabelle Sora, vous êtes déléguée interministérielle à l'accessibilité. Bienvenue, merci d'être avec nous. Pascal Plantard, vous êtes professeur des universités à Rennes 2 et anthropologue, spécialiste des usages du numérique. Celles et ceux qui suivent le sujet vous connaissent bien. Bienvenue, merci d'être avec nous également. Thomas Bellamy, vous êtes le DGA Éducation, Impact et Recherche de Bibliothèques sans frontières, une ONG, on peut dire complémentaire de l'école, active sur les enjeux éducatifs. Et Sylvanie Duval, vous n'êtes pas Sylvanie Duval, mais vous êtes Romuald Guégan, vice-président de la FINEF, en charge des enjeux de l'inclusion. Et vous représentez donc la FINEF. Merci d'être là, bienvenue à vous. Là, tu peux prendre le micro, vas-y. Je vous remercie et j'excuse Sylvanie Duval, prise par d'autres engagements à cet instant. Merci beaucoup. Alors peut-être pour commencer, puisque le contexte que je viens d'évoquer, de brosser à grands traits et ces différents enjeux, pose un certain nombre de questions aux acteurs, aux chercheurs, aux décideurs que vous êtes. Est-ce que déjà vous partagez cette description générale du contexte, des enjeux? Qui veut lancer l'échange? Pascal? Chacun a un micro, ne vous inquiétez pas. Alors, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc moi je vais intervenir en tant que chercheur, mais plutôt en tant que chercheur de terrain. Pour vous donner un ordre d'idée, lundi j'étais en SECPA, mercredi j'étais en institut médico-éducatif et demain j'interviens à la Convention nationale des promeneurs du net. Ce qui fait que j'ai un regard sur l'inclusion qui est un regard arrimé aux questions d'usage des technologies numériques, mais plus largement que ça, j'ai un regard aussi qui est concentré sur la situation finalement de handicap, qui renvoie à d'autres types d'inégalités, les inégalités sociales, les inégalités éducatives et les inégalités territoriales, malheureusement. Il y a aussi cette dimension-là. Donc je serais tenté de commencer peut-être par l'arrivée du numérique dans ces questions-là. La recherche, en gros, en sciences humaines et sociales, définit les usages des technologies comme des normes sociales d'usage.
Donc elle s'impose à nous autant qu'on les construit. Mais pour les questions d'inclusion et d'accessibilité, en fait, ça renvoie, à mon avis, à 3 questions qui sont des questions très importantes. L'éloignement de ces normes d'usage des technologies numériques, notamment des familles populaires. Il y a quelque chose à regarder de ce côté-là. L'articulation de ces normes sociales d'usage avec la norme scolaire, les normes scolaires, je serais même tenté de parler de la forme scolaire, et enfin, pour les enfants et les adolescents porteurs de handicap, la proximité ou l'éloignement vis-à-vis de ces normes. Donc en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on veut éviter une espèce d'exclusion au carré par le numérique, il va falloir articuler les questions d'inclusion sociale et éducative avec les questions d'inclusion numérique. Juste pour vous donner des repères, on a fait avec les collègues du CREDOC une méta-analyse pour l'Agence nationale de cohésion des territoires qui a servi de base au travail sur France Numérique Ensemble présenté par le ministre Barrot. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on a 70% de connectés, on a un peu plus de 23% d'usagers distants et on a 8,8% de non-internautes. En gros, on se retrouve quand même avec un halo d'éloignés du numérique de 31,7%. C'est quand même un Français sur 3, c'est pas neutre. Et on sait qu'il y a une surreprésentation des milieux modestes et que dans les questions d'inclusion, cette surreprésentation des milieux modestes est aussi présente. C'est-à-dire qu'il y a une forme comme ça de double stigmatisation, une stigmatisation du côté du handicap et une stigmatisation du côté de l'éloignement du numérique. Donc pour faire du numérique, et c'est, je pense, notre objectif à tous et toutes, un levier, un instrument du pouvoir d'agir, il faut qu'on regarde ça. L'autre élément qui permet peut-être d'introduire, c'est qu'il faut sortir absolument de ce mirage du digital native, du jeunisme. D'après des enquêtes qui sont des enquêtes croisées, solides, méta-analyses, etc., chez les jeunes, entre les 25 et 39 ans, il y a encore 15% qui sont éloignés du numérique. Et ce qui est très surprenant, pour vous tous qui êtes dans la salle, c'est que chez les plus jeunes, chez les moins de 25 ans, ils sont encore plus nombreux. On arrive à 19%. Ce qui veut dire que finalement, l'usage quotidien du smartphone, des réseaux sociaux, des jeux vidéo ne prédit presque en rien, on va dire, un usage scolaire, un usage éducatif, etc. On rajoute là-dessus un autre phénomène qui est tout récent, qui est la question de la dématérialisation. Alors je vous renvoie au merveilleux travail de Dominique Pasquier sur la dématérialisation, qui décrit que les familles populaires ont une vraie difficulté vis-à-vis de la dématérialisation administrative, tout en arrivant à considérer le mail comme un instrument de torture, comme un instrument, voilà. Petite histoire, je vous raconte quand même que le mail a été inventé en 71. Ça veut dire que la technologie en tant que telle n'est pas du tout en cause, elle est très ancienne. Ce n'est pas la technologie qui est en cause, mais son inscription sociale dans un moment donné. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on s'adresse à des élèves en situation de handicap, de familles modestes, quand la vie scolaire ne communique avec les familles qu'avec un courrier électronique? Il faut se poser ce type de questions. Mais de l'autre côté, pour les familles populaires, on va dire, Internet est aussi vu comme un champ d'opportunité. La formule est Dominique Pasquier comme une seconde école. Et quand elle parle de ça, elle parle de YouTube. Elle parle des tutoriels sur YouTube. Et peut-être que ces signaux-là, on les a pas suffisamment utilisés. Alors, sauf peut-être pendant le confinement. Et je dois rendre grâce à une jeune collègue qui s'appelle Marie-Solène Le Toqueux, institut de maternelle dans un village qui s'appelle l'Huillier-Dompierre à côté de Fougères, qui va monter, je ne sais pas si vous la connaissez, cette chaîne La Maîtresse part en live, pour ses familles et ses 25 gamins de maternelle, et qui, on va dire 2 mois après le démarrage du confinement, va avoir 96 000 familles qui la suivent. Donc il y a quelque chose de clivé,
d'ambivalent, et peut-être que les évidences qui sont devant nous ont besoin d'être travaillées pour justement activer des leviers qui sont pas forcément visibles d'emblée. C'est un peu un propos introductif, si ça vous va. Ça me va très bien. On reviendra sur les leviers d'ailleurs un petit peu plus tard. Isabelle Solara, je vais vous laisser la parole dans quelques secondes. Simplement, juste le temps de redire à tout le monde dans la salle que vous avez accès donc, à un outil qui vous permet de poser vos questions en direct. Et c'est le seul levier que vous avez pour poser vos questions. C'est-à-dire, je ne ferai pas circuler de micro dans la salle. Par contre, vous pouvez à tout moment réagir. Ça s'affichera sur l'écran, les deux écrans qui sont là, mais y compris pour les intervenants sur l'écran face à eux, donc c'est utile, en allant sur www.bicast.live et en entrant le code 471745 qui est en haut de l'écran. Et à partir de là, vous pouvez poser vos questions et voter pour les questions des autres. S'il y a des questions qui ressortent, je les poserai personnellement. Isabelle Sora, pour compléter un petit peu ce constat et puis aussi de votre point de vue de délégué interministériel. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Bonjour à tous. Alors, je suis absolument ravie de participer à une table ronde que je qualifierais d'interdisciplinaire, comme vous l'avez dit, parce que justement, sur un sujet aussi ambitieux que le numérique, l'accessibilité numérique pour tous et toutes, il faut s'y mettre à plusieurs métiers pour arriver à ne pas se louper et vraiment aller au bout de la promesse. Alors moi, je suis sur un champ peut-être beaucoup plus technique, voire moins prospectif, qui est la délégation interministérielle à l'accessibilité. Cette mission doit travailler sur l'accessibilité physique. Il faut que je mange le micro. Il faut que vous le posiez sur votre menton. Très bien, merci. J'aime pas ça, beaucoup. mais je vais le faire pour vous. Donc je disais, je dois travailler sur l'accessibilité physique. L'accessibilité physique, ça rebondit tout de suite avec ce que vous avez dit sur l'éloignement, sur les territoires ruraux. Quand on pense à l'élève ou à l'enfant, enfin l'élève est d'abord un enfant dans la cité, il faut pouvoir avoir accès aux lieux d'éducation. Et on sait très bien que dans les milieux ruraux, c'est beaucoup plus difficile, que les ressources sont plus rares, peuvent générer beaucoup plus de fatigue à cause du temps de transport. Donc moi, j'ai le champ de l'accessibilité physique en tête quand on parle d'accessibilité pour tous. Accessibilité du bâti, je ne reviendrai pas là-dessus, mais pas uniquement pour les enfants en fauteuil roulant, c'est aussi pour les personnes qui ne voient pas bien, enfin tous les types de handicap. Je rajouterai qu'il faut aussi aller plus loin avec l'accessibilité des activités. C'est bien de pouvoir aller dans un centre culturel ou une bibliothèque, mais il faut que derrière, les ressources elles-mêmes soient accessibles. Et donc, ce champ-là est par nature interdisciplinaire, fait appel à toutes les collectivités locales, fait appel aussi aux grandes administrations publiques. Et l'une de mes missions, c'est la coordination entre ces administrations. J'aurais envie de rajouter peut-être un dernier point qui est sur la partie accessibilité numérique. Nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. Je crois qu'il y a la fracture numérique que vous avez évoquée, mais aussi que les outils numériques eux-mêmes soient accessibles. Parce qu'il y a aussi là une façon de limiter la fracture numérique, mais je pense que nous y reviendrons. Merci beaucoup pour ce tour des enjeux qui constitue aussi une belle feuille de route. Romuald, pour compléter un petit peu ce constat général sur les enjeux de l'école inclusive, avant de passer aux leviers qui permettront d'agir dessus. Alors, dans mon propos, je vais avoir une aparté sur la reproduction des inégalités sociales dans le contexte des élèves en situation de handicap. Je rappelle que je suis présent pour représenter la filière des entreprises du numérique éducatif et c'est vraiment un propos en aparté comment dirais-je, de mon déroulé à l'issue. Je vous invite à aller voir une étude statistique de la DEP, la Direction de l'évaluation de la prospective, et le dernier P, j'ai oublié, mais des études qui produit en tous les cas des études statistiques au sein du ministère de l'Éducation nationale qui
également sur les publics en situation de handicap, éclaire sur la reproduction des inégalités d'origine sociale des élèves en situation de handicap. Et on a également des trajectoires d'élèves différentes selon l'origine des foyers, selon l'origine selon les catégories socio-professionnelles des parents. Et on a par conséquent des enfants dans des milieux ouvriers qui ont une probabilité plus importante d'aller dans des dispositifs spécialisés de type Ulysse ou également dans le médico-social, alors que des publics dont les parents sont cadres, par exemple, seront beaucoup moins représentés, ou en tous les cas moins surreprésentés dans ces dispositifs spécifiques. C'est une aparté, mais c'est aussi important pour comprendre la réalité du terrain, la réalité dans les territoires. Et au-delà de ces moyennes nationales, je vous invite vraiment aussi à regarder les chiffres territoire par territoire, et c'est essentiel pour analyser et conduire une politique publique. Alors, j'entends le terme reproduction des inégalités, je voudrais orienter sur la réduction des inégalités, justement. Et Pascal, vous abordiez l'éloignement aux normes sociales d'usage. Et ça, c'est quand on regarde sous l'angle de l'usager ou sous l'angle des usagers. Et je vous invite à avoir un autre point de vue qui est celui de l'administration, qui est celui de notre service public, de notre système éducatif dans son ensemble, qui lui, parfois, est quelque peu éloigné aux capacités d'usage de certains jeunes, de certains membres de la communauté éducative. Et quand on parle d'école inclusive, on ne parle pas uniquement des élèves en situation de handicap, on parle également de la capacité du système éducatif à inclure en son sein des parents d'élèves qui ont des difficultés spécifiques, mais également en tant qu'employeur, d'inclure des agents, je crois qu'on les nomme ainsi dans la fonction publique, en situation de handicap, alors qu'ils soient au sein de l'éducation nationale, au sein des collectivités territoriales, puisque, comme vous le savez, les établissements scolaires, sont le fruit d'une pluralité entre la fonction publique d'État et les collectivités. Alors, dans le numérique éducatif, que peut le numérique dans ce contexte ? Dans le contexte de rapprocher les possibilités au système numérique en place. Pour moi, il y a trois choses. Un, c'est pas ma question suivante. C'est dans la question suivante. Alors, j'y répondrai tout à l'heure. C'est un peu de teasing pour la suite. Merci beaucoup. Peut-être, Thomas, pour compléter, en tant que représentant d'une ONG qui intervient en France, mais aussi à l'international, il n'y aura rien besoin de faire sur le micro, t'inquiète pas, quand tu vas parler, il s'allumera. Effectivement, vous êtes amené à avoir ce regard et sur le territoire français, mais aussi peut-être plus largement sur ces enjeux pour l'école, pour l'éducation d'inclusion. Oui, exactement. Nous, c'est vrai qu'on est une ONG internationale, donc on intervient un peu partout dans le monde avec des... Oh, pardon, mieux. Donc en France, bien sûr, et on rejoint effectivement les constats qui ont été faits avant sur la question aussi que le rapport au numérique est un peu plus large et lié aux inégalités sociales et aux vulnérabilités déjà existantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est face à un monde, et sur nos différents terrains, un monde qui est carrément en tension, où l'accès à l'éducation est aussi de plus en plus compliqué pour beaucoup de populations. On le voit aussi notamment avec les déplacements, les conflits, toutes les crises qui peuvent apparaître. Et BSF, à cet endroit-là, cherche à réunir, à être aussi le trait d'union entre les différents acteurs, et avant même d'agir sur le numérique, d'être capable aussi de réunir une communauté autour d'un projet éducatif. Et également avec cette idée qu'en fait, on vit aussi dans une société apprenante et qu'on est tous acteurs de l'éducation et qu'on est tous aussi apprenants. Et que c'est essentiel en fait de s'intéresser aux élèves, aux enseignants, mais également aux parents et à l'ensemble de l'écosystème. Et c'est vrai que dans cette idée de réduction des inégalités, on travaille notamment sur les inégalités d'accès à l'éducation. Par exemple, en amenant des espaces numériques, des espaces d'apprentissage, par exemple dans des camps de réfugiés où l'accès est impossible. On a aussi des projets sur des questions d'Internet offline,
pour apporter des contenus et des ressources pédagogiques dans des classes où, par exemple au Sénégal, où l'accès à l'Internet est difficile, voire impossible. Et on essaie également de travailler sur différents outils, et là pour le coup l'usage du numérique est pratique, comme je pense à la Khan Academy, mais où l'idée c'est de mettre à disposition des ressources gratuites et faciles d'accès. On a dit ça, on a favorisé l'accès, mais on n'a pas forcément favorisé l'accessibilité. Et ça, c'est le deuxième aspect du travail de PBSF, et presque un des plus importants, qui est de travailler justement sur des questions de formation, de médiation, d'accompagnement des enseignants et plus largement en fait, de toutes les personnes qui interviennent dans les questions d'éducation. Et le deuxième aspect de l'accessibilité, c'est qu'on peut mettre à dispo des ressources numériques. Il faut qu'elles soient adaptées. On n'enseigne pas de la même manière au Sénégal qu'on enseigne en France. On n'a pas les mêmes besoins et du coup, à chaque fois, ces ressources doivent être pensées. Et le numérique, à ce titre, apporte quelque chose, mais doit être pensé avec les acteurs et les besoins des bénéficiaires. Voilà. Tu disais le numérique apporte quelque chose. Ça permet peut-être effectivement de se poser cette question-là. C'est vrai que l'école, disons l'école numérique, dans le contexte qu'on vient d'évoquer, est quand même dans une situation assez paradoxale. D'un côté, elle est pointée du doigt comme un amplificateur potentiel des inégalités. Je pense notamment à la dématérialisation, qui est montrée du doigt comme amplifiant les inégalités d'accès, mais aussi les inégalités d'usage, on en a parlé un petit peu. Et d'un autre côté, elle est convoquée comme porteuse de solutions innovantes. Et je reconnais dans la salle certains et certaines qui agissent sur ces sujets-là concrètement. Quel est votre point de vue, vous, sur cette situation? Qu'est-ce que peut, de votre point de vue, l'école numérique pour l'inclusion? Effectivement, je pense, en disant ça, à l'ensemble des parties prenantes de l'éducation. Romuald, tout à l'heure, je t'ai frustré dans ta réponse. C'est peut-être le moment. Et je sais qu'il y a certaines questions qui te sont adressées, notamment dans la salle, on te demandait si tu pouvais répéter le nom de l'étude de l'ADEP. Alors, répéter le nom de l'étude, c'est une étude longitudinale sur une population d'enfants nés en 2005 et 2015. Mais alors là, je sèche là tout de suite. Là. Mais venez me voir à l'issue et je vous retrouverai en quelques clics le nom de l'étude. Mais elle est produite tous les ans. Alors, que peut le numérique dans le contexte d'une école républicaine qui se transforme, qui devient inclusive, mais qui se transforme également par des usages numériques. Il y a 3 points clés à mon sens. D'une part, le fait que le numérique éducatif ne soit pas excluant dans sa conception. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le numérique, s'il n'a pas été conçu selon un ensemble de règles techniques que l'on nomme en France le RG2A ou RGAA, référentiel général pour l'amélioration de l'accessibilité, qui est un condensé, on va dire, de règles techniques à appliquer quand on développe un code informatique. Et ces règles sont issues de travaux internationaux, mais aussi de règles issues de l'Union européenne. Donc des règles qui font, d'un point de vue technique, consensus. Et c'est important de rappeler que ces règles ont fait l'objet de recherches intenses dans différentes communautés scientifiques à travers le monde pour justement permettre à un maximum d'usagers, indépendamment de ses capacités d'accès physique, sensoriel, cognitif, intellectuel, de pouvoir accéder à la ressource. Mais pour accéder à la ressource numérique, l'accessibilité de la ressource doit avoir été intégrée dans les cahiers des charges, qu'il s'agisse de cahiers des charges quand on est acheteur public, donc alors c'est un peu technique, on appelle ça les dossiers de consultation des entreprises dans le cadre de marchés publics, mais quand on est acheteur public, il est important de rappeler cette exigence à ce référentiel qui est inscrit dans la loi, je le rappelle, c'est l'article 47 de la loi du 11 février 2005 pour lequel il y a eu différents décrets d'application. Je vous invite à prendre connaissance du dernier décret qui date de 2019 en ce sens. Et quand on est un éditeur de ressources numériques et que l'on souhaite adresser l'éducation,
au-delà des enjeux financiers de votre entreprise, vous portez aussi des enjeux éthiques d'impact sur la scolarité des enfants. En conséquence, ces règles, qui sont parfois des contraintes dans les équipes de développement, quand elles sont respectées, ont un impact positif. Quand elles ne sont pas respectées, peuvent contribuer à un ensemble d'obstacles rencontrés au quotidien dans la scolarité des enfants, un ensemble d'obstacles pour l'élève, mais aussi pour le corps enseignant, mais aussi pour les parents. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et je vais être court sur mon développement à la suite, Pascal, vous abordiez la notion de pouvoir d'agir. Eh bien, au-delà de ce respect des normes techniques de conception sur l'accessibilité, l'accessibilité par le design, on peut aussi réfléchir sur comment le numérique va pouvoir renforcer l'enseignant dans sa pratique pédagogique, dans sa capacité à individualiser, dans sa capacité à mieux comprendre le fonctionnement de son élève, dans la capacité à être en relation, en communication avec d'autres experts, peut-être pas au sein de l'école, mais hors l'école. Et là, le numérique peut être un facilitateur dans le développement des connaissances et des compétences des équipes éducatives, et pas uniquement des enseignants, mais aussi des professionnels tels que les AESH, les assistants d'éducation ou les professionnels de la collectivité, et la nécessité de continuité de l'accessibilité de l'environnement scolaire doit aussi prendre en compte les temps périscolaires, la cantine, l'accueil le matin, l'accueil le soir, etc. Enfin, c'est aussi la capacité de donner du pouvoir d'agir à l'enfant pour qu'en fonction de son potentiel, et je rappelle qu'on parle ici d'enfants, donc les enfants ne sont pas digital natifs, mais ils sont aussi dans des processus d'apprentissage. Donc il faut aussi respecter le temps de l'enfant et les différents temps d'apprentissage nécessaires. Et donc le numérique peut aussi renforcer leur autonomie, renforcer ou accélérer la mise en évidence de leur potentiel dès lors qu'on a envisagé cette perspective dans la palette d'outils que l'on peut mettre à disposition au sein des établissements scolaires. Et là encore, ça passe et par vous, entreprise du numérique éducatif, dans une dynamique d'innovation, et ça passe également, conjointement, par la prise en compte de cet angle de vue par les collectivités territoriales, par l'État en charge des questions d'éducation en France. Voilà. Merci, merci Romuald. Pascal, est-ce que ce brief vous convainc ? Je pense qu'il y a effectivement, il y a une convergence. En éducation comme ailleurs, le numérique, c'est pas magique, clairement. Systématiquement, je reprends avec mon vocabulaire, systématiquement, les objets techniques sont pris dans des environnements socio-techniques. Ça veut dire que le meilleur logiciel du monde, avec une superbe ergonomie cognitive et une magnifique agentivité, ne fonctionnera pas s'il n'y a personne autour. Enfin, faut regarder ça en face. Alors, quelques repères là-dessus. On est un peu moins aveugle qu'il y a 20 ans. Le premier repère, et je rends hommage au travail d'André Tricot et du CNESCO, il n'y a pas de numérique général, il n'y a pas de règle générale de fonctionnement. Le numérique est efficace en éducation en général, en didactique, en apprentissage et donc sur les questions d'inclusion, dans des situations particulières, dans des contextes particuliers et dans des échelles. Très important ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que tous les territoires ne se valent pas en termes d'offres scolaires, en termes d'offres périscolaires, en termes d'offres culturelles. Les hypercentres-villes sont plutôt habités par des gens qui ont un capital culturel très élevé et ils ont accès à tout un tas de choses, là où des familles populaires ou des familles rurales se retrouvent dans des situations plus compliquées. L'histoire, depuis... vous aurez remarqué que j'ai une petite barbe blanche, donc ça fait quelques années que je travaille là-dessus. J'ai été présent au plan informatique pour tous de 86.
la massification, ça marche pas. C'est-à-dire la reproduction à l'identique de, entre guillemets, fameuses bonnes pratiques, bons environnements, etc., ça ne fonctionne pas et on continue à être têtu là-dessus avec quelque chose de l'ordre de... voilà. Ça renvoie finalement à une différence fondamentale entre les théories de la diffusion, qui portent très fort le monde de la tech, même si un certain nombre de collègues de la tech commencent à en revenir, et puis les logiques d'appropriation. L'appropriation d'une technologie numérique par n'importe quel professionnel passe par du détournement, passe par de la créativité, passe par une intention d'usage. Pour les enseignants, c'est une intention d'usage pédagogique. Et on sait bien que quand on dépose un tableau blanc numérique tout seul dans une salle de classe, eh ben, il va rester tout seul. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc l'idée, c'est aussi de constater qu'il y a de plus en plus de convergence, et je reviens sur la notion de pluriprofessionnel, pluridisciplinarité, etc. Ce qu'on voit se développer et ce qui, là, fonctionne, c'est les recherches coopératives, c'est les recherches partenariales, c'est les recherches action-formation, c'est la formation entre les pairs, c'est les trucs et astuces. Vous avez tous vécu les confinements comme nous. On a fait quelques études dessus et j'ai quelques articles sur le sujet. Vous savez bien que les solidarités interprofessionnelles ont été premières dans la manière de faire la continuité pédagogique. Et ces solidarités interprofessionnelles, elles sont irremplaçables. Donc moi, je vous propose de changer de lunettes, en fait. Arrêtez d'imaginer qu'on est dans une forme de compensation. Arrêtez d'imaginer que l'inclusion, finalement, avec 30% de la population d'éloignée du numérique, va peut-être falloir qu'on commence à penser que ça ne concerne pas que les vieux, les handicapés, les gens dans les territoires ruraux. 30%, c'est beaucoup de monde. Et même dans les 70% qui sont usagers des technologies numériques, il y a des différences d'usage notables. Il y a un monsieur qui s'appelle Amartya Sen, prix Nobel d'économie de 98, qui nous propose de passer finalement de quelque chose d'assez rigide, d'assez structuré, qui est la logique d'approche par compétence, parce que dans les compétences, en creux, il y a la notion d'incompétence, pour aller vers une autre forme de pouvoir d'agir qui s'appelle les capacités. Et donc je pense que, clairement, si on veut sortir du paradoxe, le numérique c'est bon ou c'est mauvais, alors là il faut vraiment travailler dessus. Avec ces idées-là, on ne s'engage pas dedans et on réduira jamais les questions d'inclusion. On n'interviendra jamais sur les exclusions et les inégalités. On va se batailler en chien de faïence en conflit pendant des années. Il faut qu'on se coltine tous cette idée des environnements numériques ne sont pas par essence accessibles. Des territoires ne sont pas par essence accessibles, mais quand on a réussi toute cette accessibilité, c'est pas pour autant qu'ils sont capacitants. Et donc, construire des environnements capacitants, c'est important pour tous les élèves, mais c'est encore plus important pour les élèves en situation de handicap. Donc, il faut des ressources technologiques, c'est clair, des ressources technologiques adaptées qui intègrent cette idée de personnalisation, d'appropriation, d'innovation par les enseignants, mais il faut aussi des ressources humaines. Et c'est là que j'ouvre une question qui est plus compliquée. On a plein de retours de famille autour de ça, et notamment dans les territoires. C'est qu'on a un double mouvement à opérer, professionnaliser, reconnaître et peut-être payer correctement, on va dire, les missions d'accompagnement. Je pense notamment à la question des AESH, qui sont non seulement pas assez nombreux, mais peut-être pas suffisamment accompagnées elles-mêmes, ou eux-mêmes, je dis elles-mêmes, vous voyez bien, parce que clairement, la réalité, c'est que c'est un métier très, très féminisé. Mais ça ne fonctionnera pas non plus si on n'a pas une prise en compte comme étant une des missions fondamentales de l'enseignement aujourd'hui, donc une transformation du métier d'enseignant vers la construction d'environnements capacitants pour l'apprentissage de tous les élèves, qui, de ce fait, facilitera l'inclusion des élèves en situation de handicap. C'est plutôt comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Peut-être Isabelle Sora, vous êtes là aujourd'hui au Salon Educatech et c'est un plaisir de vous y accueillir. Qu'est-ce qu'attend la déléguée interministérielle de l'école numérique pour cette mission d'accessibilité qu'est la vôtre ? Alors
je Vous pouvez rapproche répondre le à la micro. question comme vous voulez. Hein. Oui, oui, mais, non, mais en vous écoutant, je me disais que, en fait, le numérique permet la personnalisation, à condition que ce soit bien fait. Et que, du coup, en tirant le fil de cette personnalisation, on retrouve des sujets anciens du numérique qui sont de mettre l'usager au centre. Que l'usager soit... alors le terme usager, utilisateur, enfin on prend le terme qu'on veut. Et que c'est vraiment dans la conception qu'il faut qu'on réfléchisse la possibilité d'avoir des outils qui ensuite pourront s'adapter et donc être personnalisés. Donc moi je suis assez convaincue de ça. Et je dois dire que je pense que cette approche, elle est encore plus globale quand on parle d'accessibilité, parce que on a une question de cheminement. Donc cheminement, on pense évidemment aux gens qui se déplacent, mais c'est le cheminement de la pensée, le cheminement du parcours éducatif. Et que si on met l'enfant ou l'élève au centre, on a, à mon avis, plus de chances de réussir. Donc ça vous paraît peut-être une façon de présenter les choses un peu vague, mais en fait, c'est très concret. C'est très concret sur la façon dont on réfléchit à un développement. Et aujourd'hui, une des difficultés que nous rencontrons dans le numérique, c'est quand même l'absence de formation des développeurs qui ne savent pas, pour l'essentiel, faire des logiciels accessibles et donc plus facilement adaptables aux besoins des utilisateurs. Nous avons aussi, je suis là dans le rôle de la déléguée interministérielle, il y a de temps en temps des progrès apportés par des textes. Du coup, j'en parle parce qu'il faut s'en saisir. C'est un peu le sujet. Hein. Voilà, donc ces textes sont d'abord des directives européennes qui sont mises en droit français, toujours avec des délais plus ou moins longs. Le dernier texte sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est la loi du 9 mars 2023 qui donne des obligations d'accessibilité plus larges à toute une série de services supplémentaires. Un autre texte est paru le 14 août. C'était le texte sur le livre numérique. Donc ça aussi, c'était très attendu puisque il y aura l'obligation pour les éditeurs de fournir des livres numériques accessibles à partir de mi-2025. Quand on parle de livres numériques accessibles, ça veut dire qu'on a dans le livre des jalons, des éléments techniques à partir desquels on pourra travailler pour justement adapter l'usage de ces livres aux besoins des enfants et donc créer une couche de logiciels supplémentaires permettant de s'adapter à tel ou tel handicap des enfants. Donc ça, ce sont, me semble-t-il, deux progrès dont il faut qu'on se saisisse, y compris dans notre réflexion. Parce que je crois beaucoup à la personnalisation du numérique et que nous en avons impérativement besoin pour que l'école soit ouverte à tous et à toutes. Thomas Bellamy, en tant qu'ONG, je sais que vous vous saisissez de ces enjeux numériques à la fois dans une perspective d'éducation je le dis parce que ça a été cité dans les commentaires qui ont été faits par le public, et d'éducation par le numérique avec des enjeux de médiation dans les terrains que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, complètement. En fait, nous, c'est même central, puisqu'en fait, on a dans notre idée, on a 3 grands piliers. On a l'outil, donc l'outil numérique en l'occurrence, il y a le contenu, et puis après, je rebondis sur ce que vous disiez aussi sur la personnalisation ou la capacité d'innovation, mais il y a la pédagogie et le pédagogue, en fait, et qui est au centre de nous, en tout cas, de notre posture et de cette idée d'accessibilité, en fait, des contenus et des outils. À cet endroit, il y a 2 enjeux. Il y a l'enjeu des bons usages, c'est-à-dire de connaître les outils, d'être capable de les adapter aux besoins de la classe, etc. Et il y a également l'idée de la bonne posture pédagogique et de la liberté pédagogique aussi de l'enseignant. Et à ce titre, en fait, on travaille beaucoup, nous, avec un outil qui s'appelle la Khan Academy,
qui est une plateforme numérique en ligne dans laquelle vous avez des ressources pédagogiques sur globalement sur tout le cursus scolaire, du primaire jusqu'au master, je pense que... Et avec cette idée, en fait, il y a 6000 vidéos avec des toutes petites vidéos adaptées chacune à un concept. Je vous prends un exemple, par exemple sur les maths, on va être sur compter un par un, compter plus 1, moins 1, compter à partir de n'importe quel chiffre, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir justement différencier les usages et de pouvoir s'adapter au rythme de l'enfant, être capable, ou de l'élève d'ailleurs, parce que l'éducation, c'est tout au long de la vie, mais en tout cas d'être capable de s'adapter, de différencier, de s'adapter à son rythme d'apprentissage. Et cet outil, nous en tout cas, on le positionne plutôt en complément, en accompagnement, puisqu'en fait ça permet de travailler soit sur des logiques de classe inversée ou sur du soutien scolaire par exemple, où on a une grande hétérogénéité dans un groupe. Ceci étant dit, l'outil demande toujours de la formation. Nous on travaille beaucoup sur ces questions-là, justement d'un usage un peu conscient en fait d'un outil numérique comme celui-ci, pour que la personne, l'enseignant ou l'accompagnant, parce que ça peut être aussi les parents, on a aussi des formations à destination des parents en Belgique notamment, puisse se saisir de l'outil et l'adapter à sa classe. C'est-à-dire que l'outil en lui-même ne vaut pas grand-chose si l'enseignant n'est pas capable ou n'a pas envie ou ne s'est pas assez approprié pour pouvoir satisfaire ses besoins. Donc en fait, on a vraiment cette trilogie outils, contenu, pédagogie, et la pédagogie est vraiment centrale pour nous. Et notamment dans la lutte sur la question de lutter contre les inégalités, puisqu'en fait, ça permet d'accompagner l'enfant justement de l'école, mais également hors de l'école. Dernière question qui me permettra de faire le lien important avec les éléments qui sont donnés dans la salle. Il y a beaucoup de propositions en fait qui sont formulées dans la salle. Il se trouve que on a aujourd'hui, et au moment où on parle, la visite de 2 ministres au sein d'Educatech Expo. On n'est pas à l'abri que des brides de parole arrivent jusqu'à eux. La question du coup que j'ai envie de vous poser, c'est si vous avez une chose à proposer au ministère de l'Éducation nationale comme étant un enjeu important pour que l'institution se saisisse davantage, mieux de ces enjeux d'inclusion, lequel il serait. Je vous donne quelques exemples avant de vous laisser la parole, parce qu'il y a des propositions qui sont faites dans la salle et vous pouvez aussi y réagir. Pour les demandes de définition, je vais répondre directement comme Amartya Sen. J'ai mis en commentaire le nom d'Amartya Sen en 2 mots. Première, par exemple, interpellation, l'importance de réfléchir à une accessibilité plus développée, car l'accessibilité, je cite, ne peut être réduite à une simple adaptation des polices d'écriture ou à l'accès à un lecteur d'écran. Deuxième proposition, mettre l'école au défi de l'inclusion, ce serait mettre autour de la table MDPH, collectivité, inspection, pour mettre en place une liste de matériel et se mettre au diapason. J'en avais d'autres plus avant. L'importance, le rôle de l'éducation nationale, est-ce que ce ne serait pas justement de former les élèves aux usages du numérique pour que la dématérialisation ne soit pas vécue comme un ennemi dans la vie d'adulte? Et comment mieux inclure le numérique en classe? Question sur la pluralité des entreprises qui sont dans le salon, des outils pour le soutien de tous les apprentissages. Comment est-ce qu'on choisit les bons outils? Comment financer les établissements scolaires et la formation des enseignants en INSPE? À quand la formation à l'inclusion pour les AESH et les enseignants? Donc le levier de la formation. Vous voyez, il y a quelques leviers qui sont proposés par la salle. Vous, chers intervenants, intervenantes, qu'est-ce que vous privilégieriez s'il fallait, comme ça, mettre des priorités? Romuald, je sens que vous avez des idées qui vous brûlent les lèvres. Alors, il y a un mot-clé, je pense, c'est le décloisonnement. C'est-à-dire que décloisonner, c'est décloisonner les sujets, décloisonner les directions, mais aussi décloisonner les ministères, ou en tous les cas, permettre la collaboration pluridisciplinaire à tous les échelons. À l'échelon ministériel, et je remercie
Madame sera déléguée interministérielle à l'accessibilité, de nous faire le plaisir d'être sur cette table ronde, parce que l'interministériel est un outil pour permettre ce décloisonnement des sujets, tant au niveau supra qu'au niveau du territoire. Et je rebondis sur une proposition qui est le fait de permettre le travail entre les MDPH, les IEN, mais aussi les différentes associations sur le sujet. Ces groupes de travail existent dans les territoires. Je suis en train de chercher l'acronyme, mais il s'appelle Comités départementaux de suivi de l'école inclusive. Donc ça vous fait un acronyme de type CDSEI. Et la version nationale existe, Comité national de suivi de l'école inclusive, qui se réunit 2 fois par an, et dans les départements 1 fois par an, me semble-t-il. Et là où le décloisonnement n'a pas été poussé jusqu'au bout, c'est que tous les acteurs ne sont pas autour de la table dans ces comités de suivi. Quand on parle par exemple de comité national de suivi de l'école inclusive, la filière des entreprises du numérique pour l'éducation n'est pas présente, et nous sommes bien entendu à la disposition des services publics pour participer activement à ces travaux. Donc le décloisonnement, un mot-clé, j'ai eu écho du fait que il ne suffit pas de mettre une police de caractère pour dire qu'on est accessible, etc. Alors, là-dessus, si je devais généraliser, c'est le fait de partager le sens des mots, donc partager un dictionnaire commun, des définitions communes aux mots. Qu'est-ce que l'école inclusive? Qu'est-ce que l'accessibilité dans un contexte d'inclusion? Qu'est-ce que l'inclusion numérique? L'inclusion numérique, c'est pas l'accessibilité au sens des élèves en situation de handicap. Enfin, partager ces mots qui sont parfois polysémiques, et c'est compliqué quand ils le sont. Voilà. Parfois, il y a aussi des concurrences entre des priorités. Concurrence entre des priorités techniques. Je peux par exemple aborder la sécurité des données, la protection des données personnelles, l'éco-responsabilité dans la conception des services numériques, l'impact environnemental du numérique. Donc vous voyez, on a régulièrement des concurrences entre ces grandes thématiques. Et là, tout l'enjeu des pouvoirs publics aujourd'hui, c'est réussir également à créer des liens entre ces enjeux pour qu'un enjeu ne tire pas la couverture à lui et puisse faire sens au regard de l'ensemble des enjeux, dont celui de l'accessibilité. Et effectivement, Pascal, vous abordiez les environnements capacitants, et tous ces enjeux techniques sont parfois d'un haut niveau technologique, et on a tendance à se décentrer de l'usager. Et donc, j'invite chacun dans vos entreprises ou dans vos administrations à ne pas être technocentré. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, alors il y a un petit peu de buzz sur le sujet, il y a une table ronde sur le sujet, etc. Mais restons centrés sur les usagers, sur les usages qu'ils ont dans la salle de classe ou hors salle de classe. Le technocentrisme ou le technosolutionnisme est un écueil qui minimise la transformation de nos systèmes éducatifs avec et par le numérique. Voilà, mais c'est difficile de développer plus. Difficile, oui. Voilà. Eh ben vas-y. Alors, sur cette question, il y a eu depuis une petite dizaine d'années un énorme investissement en recherche, il faut le reconnaître, les fameux programmes d'investissement d'avenir. Et il est temps, de temps en temps quand même, de faire des retours aux acteurs de ces programmes d'investissement d'avenir. Donc j'avais 2 choses à vous dire sur le nôtre. Alors le nôtre s'appelait ID, Interaction digitale pour l'éducation et l'enseignement. On essaye d'éviter les acronymes débiles, comme ça. Bon. Et il va s'intéresser à plein de sujets. On va être très impliqué avec les enseignants dans de nombreux établissements scolaires. Mais on va avoir une focale que d'autres n'ont pas eue, la question du travail scolaire hors la classe. Et on se rend compte, en quanti et en quali,
que les élèves les plus fragiles sont ceux qui travaillent le plus leurs devoirs et qui travaillent le plus sur Internet. Ça, il faut que les enseignants l'entendent, parce qu'ils ont du mal à travailler, ces élèves-là, et qui ne sont pas en train de chercher des solutions. Non, ils sont en train d'essayer de recomprendre le cours, et comme ils n'ont pas le capital culturel, eh ben, c'est un peu quelque chose qui tourne à vif. Donc vous savez, je reviens aux salles de classe où on va dire ne travaille pas assez. Il y a quelque chose là sur la notion du travail scolaire dans la classe et hors la classe qu'il faut vraiment interroger. Et puis on en avait marre des questions, le numérique est-il efficace ? Alors on s'est dit, tiens, on va travailler la forme scolaire, mais sérieusement. On a pris une équipe de jeunes économistes expérimentaux qui ont été dans plusieurs collèges tester des jeux expérimentaux sur tablette numérique pour mesurer l'égoïsme et l'altruisme, le goût pour la compétition et on va dire, la coopération. Et on a parié, de manière évidemment anonyme, on a parié avec les notes scolaires. Je ne vous apprendrai rien. Les élèves les plus égoïstes, les plus individualistes, les plus compétitifs sont ceux qui ont les meilleurs résultats scolaires, toutes choses égales par ailleurs, évidemment, puisqu'il y a tout le reste. Je ne suis pas en train de vous expliquer quelque chose, je suis juste en train de vous dire que tout ce qu'on vient de se dire ne peut pas passer en dehors de vous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la forme scolaire. Si on veut qu'elle intègre, permettez-moi l'expression quand même, je suis tombé dedans quand j'étais assez jeune, il y a des valeurs positives du côté numérique. On n'arrête pas de parler du travail coopératif, on n'arrête pas de parler des communs, etc., etc. Si on continue à avoir une forme scolaire qui est clairement basée sur la compétition des uns envers les autres, on ne va pas s'en sortir. Alors moi, je veux bien répondre à vos questions, mais d'abord, il faut poser ça. Pour moi, maintenant, il y a 5 enjeux derrière que je ne les développerai pas parce qu'on n'a pas trop le temps. Le premier enjeu, il est sociétal. Je vous ai raconté l'histoire du digital native. Alors moi, c'est simple, j'appelle ça le complexe d'Obélix. Je viens de Bretagne, pour ceux qui n'auraient pas remarqué. Le complexe d'Obélix, c'est quoi ? C'est à force de dire que les enfants sont tombés dedans quand ils étaient petits, ça va nous donner une belle justification d'adultes que de ne pas intervenir dans les mondes numériques et dans les pratiques des enfants. Ça fait 30 ans qu'on laisse les mômes tout seuls dans les mondes numériques et c'est pas possible de continuer comme ça. Donc, ça nécessite un ressaisissement d'abord familial, éducatif, etc. Mais on a quand même fait des travaux pendant les confinements et on a quand même rencontré des enseignants, des animateurs, des médiateurs numériques, des AESH, etc., qui nous ont dit « nous, on n'y va pas, l'accompagnement, l'enseignement à distance, etc. On n'y va pas parce que finalement, ils vont se débrouiller tout seuls. » C'est une sacrée justification presque de démission plus que de dessaisissement professionnel. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de le ressaisissement éducatif sur le numérique, ça nous concerne tous et il faut qu'on y aille ensemble. Les 4 derniers en 30 secondes. Hein, Les 4 derniers en 30 ça secondes. Ça marche. Deuxième sujet, il est macroéconomique. Et là, ça nous concerne moins, mais il faut quand même le dire. Ce qui a changé dans les 10 dernières années, c'est l'arrivée des algorithmes addictifs, c'est les GAFA plus les NATU, c'est ce qu'on appelle, nous, les usages problématiques de l'Internet. Ça touche toute la population. Dans une étude récente, on a estimé à 18% les gamins qui sont scotchés toute la nuit sur leurs réseaux sociaux, qui vont être en difficulté. Là, il faut qu'on regarde ça, et c'est presque une question éducative et sanitaire en même temps. Là, il y a un vrai souci et il faut responsabiliser pas du tout le monde des tech, hein, c'est pas vous qui êtes responsable, c'est on va dire les grands enjeux. Le troisième, il est très important et je reprends ce qui vient d'être dit. Merci d'être là. Je pense qu'il faut un vrai travail interministériel, mais qu'il faut qu'il ne soit pas strictement horizontal au plus rang de l'État. Là où le numérique éducatif est efficace, c'est dans les territoires, dans les bassins de vie. Ça veut dire qu'il faut que ça cause sur les terrains. Et ce que tu disais sur les départements, dans les académies, sur les bassins de vie autour des établissements, il y a un vrai travail à faire de gouvernance locale du numérique partenarial. Et ça, quand il est fait, c'est merveilleux. Il se passe des choses incroyables. Quand il n'est pas fait, rien ne se passe en fait. Enfin, tout est coincé. Évidemment, la question de la formation, de l'accompagnement. Et là, on est vraiment sur des sujets qui sont non technocentrés.
peu d'enseignants savent vraiment quels sont les processus d'appropriation. Si je posais la question dans la salle, l'autonomie c'est quoi? Et quels sont les 5 ou 6 éléments de l'autonomie? Ça serait compliqué. Bon, voilà. Et le 5e enjeu, et ça c'est sorti des enquêtes pendant le confinement, c'est le nouveau dialogue avec les familles, particulièrement les familles populaires. Et il y a quelque chose à réinstaller de ce côté-là. Et peut-être bien que les confinements nous ont permis, à un moment donné, fugitif, de le faire. Il faudrait continuer à le faire. Merci Pascal. Thomas, même question sur cet enjeu des priorités à mobiliser. Nous, de notre côté, on rebondirait sur ce que vous disiez, sur la question en fait, aussi de sortir de l'école. Je réinsiste là-dedans, mais aussi et de mobiliser tout l'écosystème qu'il peut y avoir autour. Nous, on se pose beaucoup la question de la littératie numérique et elle concerne aussi les parents. L'idée qu'un parent doit pouvoir accompagner son enfant, elle concerne toutes les instances éducatives. Nous, on travaille beaucoup sur la bibliothèque puisque c'est un peu notre cœur de métier et on travaille à former notamment les bibliothécaires sur ces questions-là de comment on forme à la littératie numérique pour aller voir vers de l'aidance du numérique. L'aidance numérique, ça s'apprend pas. Enfin, si ça s'apprend justement, pardon, ça s'invente pas. Et c'est important aussi de pouvoir le faire. Et je voulais aussi ajouter un point, parce qu'en fait, nous, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle. Enfin, on travaille beaucoup, on commence à y réfléchir, et je pense que c'est un sujet aussi qui est assez important. Et pareil, dans cette idée, nous, on essaie de la penser dans son écosystème, donc la penser aussi avec les communautés éducatives, et de travailler pour et avec les communautés éducatives. Je pense par exemple à... je vais vous prendre la Khan Academy, mais il y a qui travaille sur une sorte de chatbot de tutoring qui créé avec des enseignants, créé avec des... voilà, nous, ce qui est un peu essentiel, c'est d'arriver à créer des dispositifs de formation autour de l'intelligence artificielle. On commence à réfléchir à des dispositifs de formation, à des dispositifs de partage de pratiques, de comités de pratiques, avec des professionnels de l'éducation, et donc pas juste de se contenter, par exemple, d'avoir des développeurs, etc. Donc c'est vraiment travailler toujours sur cette idée de communauté éducative et d'écosystème et d'environnement autour de l'école et autour de l'apprenant. Merci Thomas. Isabelle Sora, le mot de la fin est à vous. Merci pour cet honneur. Ma position en tant que délégué interministériel n'est pas de donner des conseils au ministre de l'Éducation nationale, on est d'accord. J'ai conscience que ma question était un peu dure pour vous. Mais du coup, moi, ce que je dirais, c'est que il me semble, en écoutant ce qui a été dit, qu'on a 2-3 règles dans la façon dont on doit conduire une politique publique, parce que ça c'est plutôt mon métier, à retenir de ce que vous avez dit. D'abord, s'appuyer sur ce qu'on sait, sur ce qu'on a appris. C'est-à-dire que nous disent aujourd'hui les chercheurs sur ce champ. Ça, c'est quand même majeur parce qu'on est face à une révolution, on l'appelle comme ça si vous voulez, mais bon, en tout cas, une évolution depuis 30 ans sur la place du numérique. La deuxième chose, c'est avoir en permanence les allers-retours entre les administrations centrales qui font les textes, la réglementation, etc., et le terrain pour être sûr que ce que nous proposons fonctionne vraiment. Et troisième chose, moi j'y tiens beaucoup, c'est vraiment d'avoir l'utilisateur, l'usager, l'enfant au centre de notre façon de construire notre réflexion et la conduite de cette politique. J'en rajouterai un quatrième, c'est que je suis frappée en visitant le salon du foisonnement, de toutes les idées, de toutes les propositions qui sont faites. Et depuis que je travaille sur la question d'accessibilité, je retrouve ce foisonnement dans tous les champs. Et je suis vraiment frappée. Il y a une question qui a été posée par un de nos auditeurs. Comment on fait pour bien choisir? Et ça, pour moi, la question, elle est quand même encore ouverte. Merci. Merci beaucoup, merci à tous les 4, merci à vous pour votre écoute et votre participation active. Je sais qu'il y a une conférence juste derrière, donc si vous souhaitez échanger avec les intervenants, je vous invite à les attraper à la sortie de la salle, plutôt que juste devant la scène, de manière à ce qu'on puisse en fluidité laisser la place. Merci beaucoup.